Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement. Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'ils n'avaient pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté. Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars. Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale. Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte.
Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre Lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniac et du méthane. Il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible, car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou. L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un sweat à capuche, pas vrai? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés, et c'était exactement au pôle Sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du Soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres. Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du Soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur, et en plus, il y a aussi de l'ammoniac dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes, toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux, car il y a une sonde qui a atterri sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé Mars. La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la Lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'1 mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique.
Si tu comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continu. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches. Il aura 2 foreuses, un tas de capteurs, un spectrotruc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo, avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau.
Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains.